Notre petit disclaimer habituel avant de commencer, donc c'est un avertissement, faites-vous votre propre idée, les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 74 et 89% des comptes de clients de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. Les informations figurant sur ce site et sur cette chaîne ne s'adressent pas aux résidents de la Belgique et ne sont pas destinées à être diffusées ni à être utilisées par des personnes se trouvant dans un pays où une juridiction ou une telle distribution et utilisation serait contraire à la loi ou la réglementation locale. Donc, ce soir, on reçoit Julien Flo. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Comment ça va? ça va, ça va. C'est le Ouais, dernier jour de l'année, quasiment. ouais, Demain, à mon avis, il n'y aura pas grand-chose. ouais, je suis en train de voir si ça passe. Ouais, c'est bon. Alors, je sais pas si ça avait commencé avant, donc je recommence au cas où, hein. Je vous redis bonsoir, joyeux Noël. Donc, on finit l'année avec Pépitor TV, avec Julien. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Denis, salut. Rebonsoir au cas où soit passé avant, hein. Rebonsoir et bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Donc, première chose, bah, je m'excuse un peu parce que ça fait une dizaine de jours que je publie pas trop de vidéos, mais bon, ça a demandé un gros boulot depuis le mois d'octobre et là, je fais une petite parenthèse pour me régénérer. Je reviendrai plus fort encore à la rentrée. Euh, donc, Julien, on est là pour parler un peu de cette année. Euh, bon, le gros mot de l'année, c'est Covid, non? Ouais, le gros mot de l'année, ouais, une année compliquée, surtout d'un point de vue personnel, hein. Sincèrement, ça a été compliqué pour tout le monde. Mais Ouais, après, sur les marchés, bon, même si clairement, c'est sûr et certain que pas tout le monde a gagné cette année, il y a eu quand même des gros décalages. ouais, Et puis surtout, moi, je sors un petit peu rincé de cette année parce que j'ai l'impression d'en avoir vécu ouais. 5. Donc l'avantage, je serais tenté de dire pour surtout les Vécu, débutants. vécu 5 parce que il y a Ouais, eu 5 scénarios différents, ou vécu 5 ouais, parce que j'ai ça a vu. été super intense, 5 fois plus intense que d'habitude. Les deux, clairement, parce que je partirais du principe qu'en gros, quelqu'un qui a vécu toute l'année 2020, il a eu tous les cycles qu'on peut avoir en bourse, quoi. Ah ouais. D'une manière assez rapide, c'est clair et net. Normalement, ça prend plus de temps dans les constructions, etc. Mhm. Mais en gros, on a vu tous les types de marchés qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire, on a eu Donc ça, bah, t'as eu un marché, on avait commencé bon, sur 2019, je dirais 2019-2020 en gros. Si tu as fait ces 2 années boursièrement là, mhm. t'as quasiment vécu tout ce que tu peux vivre, mais en mode accéléré, clairement. Et puis bon, donc tu as eu un marché haussier, tu as eu derrière la correction, le crack, le rebond, la peur de la seconde jambe, Mhm. le, la continuation du rebond jusqu'à ce que tout le monde se dise mais c'est Ouais. n'importe quoi. La consolidation Euh, en horizontale, ouais. voilà, Ouais. derrière la consolidation où il se passe rien en gros, sauf sur des petites capes, etc. où ça a continué, mais globalement, et donc le doute. Mhm. La phase en fait de consolidation et de construction, c'est la phase de doute parce que tu fais que du zigzag et tu te dis et tu te remets à avoir peur. Du coup, ça casse par le bas, il faudra déserter. Ça casse par le bas, Mhm. tu désertes et puis derrière, tu as le retournement de marché de manière très impulsive grâce au vaccin. Et là, tu fais tout, tu remontes tout en ligne droite, puisque voilà, j'en avais parlé dans différentes vidéos. Il y a énormément de cash sur les marchés. Et donc, à Mhm. partir du moment où tu redonnes un petit peu de visibilité aux gérants, les mecs, eux, ils cherchent pas à comprendre et ils sont rentrés forts, très forts, et ils ont joué à plein la rotation, puisque la plupart d'entre eux, de toute façon, avaient joué à plein, surtout la tech, donc qui avait été défensive entre guillemets pendant tout le temps Covid. Et donc là, qui ont pris des profits sur de la tech un petit peu et qui ont commencé à faire de la rotation sur les portefeuilles sur les cycliques. C'est pour ça que j'avais dit que contrairement au mois de mai-juin, où on avait déjà eu un bon boost sur les cycliques, ça serait pas juste un rebond poussif purement technique, ça serait certainement prolongé.
Pour toi, grâce les cycliques, c'est justement quoi? aux C'est géants. le jeu vidéo, tourisme. Non, ouais, voilà, cyclique, c'est tout ce qui est lié de toute manière à l'économie. Donc, si ton économie va mal, ces valeurs-là iront mal. Mhm, Donc, globalement, c'est toute la consommation. Donc, tout ce qui va être lié, bon, on l'a vu sur toutes les valeurs de consommation. Et derrière, si tu veux, tu vois en gros toutes les valeurs qui sont fait impacter Covid. Donc, c'est tout ce qui est lié tourisme, encore plus. C'est tout ce qui est lié derrière sur ta consommation. Bon, on a vu les foncières, c'est tout ce qui est lié également de valeurs industrielles, où là, en plus d'être des valeurs cycliques, tu peux rajouter en plus qu'elles sont devenues, avec les cracks et les baisses, des valeurs value, puisqu'elles ont commencé à coter en dessous de leur fonds propres. On a mhm. commencé à en avoir pas mal. Et ça faisait une bonne année, de toute façon, qu'il y avait eu une bonne désertion sur pas mal de petites caps qu'on peut appeler value, c'est-à-dire qui cotaient en dessous de leur fonds propres. Et tu as eu, à partir du moment où il y a eu le vaccin, là, début novembre, tu as eu un gros rattrapage sur toutes ces petites valeurs qui n'avaient rien fait quasiment depuis mi-2018. Hein. Mhm. T'as pas mal d'investisseurs qui achètent des valeurs value, donc essentiellement des valeurs qui cotent en dessous de leurs fonds propres, qui avaient essayé de sélectionner des choses avec pas trop de dettes, etc. Mais Mhm. globalement, ils avaient pas du tout performé le marché sur les 2 dernières années. Et c'était essentiellement, en gros, tu achètes de la croissance ou tu performes pas ces 2 dernières années. Ouais. Et là, globalement, il y a eu des remontées énormes sur des petits dossiers qui ont gagné 50, 100%. Voilà, le marché s'est réveillé. C'est toujours la même chose. Le marché s'est réveillé et a réalisé que ces valeurs-là étaient peu chères. Mais c'était le cas également il y a un an. Mhm. Le Donc marché, c'est tout. on dit que le marché prédit le futur en fait. C'est-à-dire qu'en fait, pour toi, la hausse qu'il y a eu depuis depuis avril-mai, on va dire, je ne sais plus exactement, ça vient du fait de déjà pricer le vaccin, pricer le déconfinement, ou ça vient surtout de l'argent qui a été injecté par les banques centrales? Je pense que le premier mouvement de rebond de avril-mai, c'est support des gouvernements et des banques centrales. En gros, il peut rien nous arriver. Et ce qu'on est en train de perdre, ce qu'on est en train de perdre d'un côté économiquement, les instances gouvernementales sont en train de l'injecter Mhm. d'un autre côté. Donc en gros, on a mis balle au centre. Il faut savoir que quand même, on a craqué en l'espace de 2 semaines, quelque chose d'assez énorme quand même. Donc le marché, quelque part, a aussi rééquilibré par rapport à ça. Et le deuxième aspect, quand derrière on réouvre, donc en novembre, tu as le vaccin qui arrive, ça c'est l'espoir de se dire que on joue la réouverture de 2021. Parce que, Mhm. ok, il y a eu la variante du Covid qui a fait un petit peu peur au marché, et ça peut continuer à faire peur, ce genre de choses, voilà, d'une manière sporadique sur les marchés. Mais globalement, ce que l'on joue, c'est que les banques centrales et les gouvernements vont continuer d'arroser, Mhm. alors que on va petit à petit réouvrir l'économie et qu'en gros, les sociétés, qui pour la plupart d'entre elles ont été quand même franchement résilientes, hein. Tu regardes, la plupart des sociétés ont su très bien réagir. Elles ont su sauvegarder leur liquidité, lever des fonds, se refinancer très peu cher. Les taux sont très très bas. Et donc, du coup, on se retrouve avec des sociétés qui, pour la plupart, ont quand même bien résisté, mais en plus, qui se retrouvent avec une situation financière meilleure que celle qu'elle était avant le Covid. J'ai Et ça, moi, discuté, ça. Ouais. je discutais avec mon comptable là, pour fermer l'année. Et mon comptable je parle à un niveau, niveau local, à un niveau, pas la macroéconomie, la microéconomie, quoi. Et mon comptable me disait que hors bar, restaurant et loisirs, toutes les boîtes qu'il avait fait avaient, avaient fermé avec des bénéfices supérieurs à l'an dernier. Ouais, clairement, bah, tu le vois. Et Ça en fait, m'a. Et les ce que tu vois sur le agroalimentaires, graphique, on a un gros groupe agroalimentaire qui s'appelle Noël, qui est pas loin de chez nous, là. Ils avaient vendu autant de jambon ou de trucs comme ça au mois de juillet que toute l'année dernière, quoi. Ils ont explosé leurs chiffres ouais, mais agroalimentaires. ça me surprend pas, hein. Moi, je Mhm. regarde aussi d'autres industries sur lesquelles je suis plus proche. Enfin, tu vois qu'à partir du moment où on retrouve de la visibilité avec le vaccin, bah, les Mhm. sociétés ont pu retrouver du cash et derrière, bah, tu as vu les fusions, acquisitions, c'est reparti comme en 40. Il y a énormément d'opportunisme. Et ensuite, je pense que c'est des choses également qui peuvent continuer de supporter le marché.
fusion-acquisition, les buybacks, ils vont revenir. On n'a pas arrêté de cracher sur les buybacks en 2019 en disant que c'était la seule raison de la hausse du marché, ce qui était pas vrai à mon sens, parce C'était que dû on à a quoi vu. alors? C'était dû à quoi cette hausse du marché immobilier? Enfin, moi, dans les small, je crois que je l'avais déjà dit dans plusieurs interviews, 2018-2019, il y a eu un crack latent, et Ouais, en novembre possible. 2019, c'est tout reparti. Ouais, t'as eu la fin d'année 2018, t'as eu quasiment, c'est parti en ligne droite à la baisse. Ouais. Donc les small, c'était vraiment pas c'était pas le bon moment. Uh-huh. Et tout est reparti en 2019. Pourquoi? Parce que on est en train de jouer uniquement sur les taux. C'est-à-dire que quand tu as des taux qui sont bas et qui continuent de tendre vers le négatif, comme à aujourd'hui, quand tu calcules les valorisations de tes boîtes, tu les calcules en actualisant les bénéfices futurs, et tu vas le calculer en prenant un taux sans risque. Comme tes taux d'intérêt, quand tu es en taux sans risque et donc l'OAT, il n'arrête pas de baisser. En fait, tu es en train d'actualiser les profits futurs avec toujours un taux de plus en plus bas, ce qui fait que, globalement parlant, en fait, tu donnes pour un bénéfice, on va dire, équivalent, avec des taux qui sont bas, en fait, ta valorisation augmente et de manière exponentielle au fur et à mesure où tes taux baissent. Donc, en fait, quand les gens arrêtent pas de dire que le marché fait n'importe quoi, qu'ils survalorisent les boîtes, etc., c'est pas vrai. Et on peut pas comparer aujourd'hui la bulle dans laquelle on pourrait se dire qu'on est, en effet, sur des valeurs vertes, sur des valeurs tech, par rapport à la bulle des années 99. Pareil sur les valeurs Internet, d'une part parce que la plupart des boîtes font quand même des profits aujourd'hui, et deuxièmement parce que le niveau de taux d'intérêt et la politique des banques centrales en 1999 est absolument pas la même qu'actuellement. Et donc le marché, il est en train de valoriser également l'environnement dans lequel on est, c'est-à-dire qu'en gros, même si tu fais de la merde, Mm. on te sauve. Alors moi, ça me pose un problème pour certainement la décennie future, où je me dis comment derrière on va se sortir de ces aides gouvernementales, parce que tu ressens que en gros, alors tout le monde a peur en effet des faillites qu'il peut y avoir en 2021, parce qu'il faudra bien rembourser les prêts de l'État, mais bon, il peut faire un haircut également puisqu'il emprunte à taux négatif. Tout le monde a peur des faillites également Un parce haircut, c'est qu'il quoi? faudra bien. C'est quoi un haircut, pardon? Un haircut, c'est quand tu décides de réduire ou d'annihiler la dette d'une boîte ou d'un gouvernement, d'un pays, etc. En Ouais, mais gros, si tu les fais ça après, créanciers, ça veut dire que l'argent vaut plus rien, quoi. C'est exactement, c'est dangereux, hein. comme on en avait discuté la vidéo dernière. Si tu fais ça au niveau d'un gouvernement, et je parle d'un État occidental, pour moi, tu flingues la confiance et c'est terminé. Mhm. Donc ça serait une idiotie de faire ça. Par contre, au niveau d'entreprise, ça se fait. Tu vas faire des haircuts. En gros, c'est quand t'es créancier, tu vas accepter Ouais. de réduire la taille de la créance envers toi pour ne pas tout perdre. Mhm. Et en gros, ce que tu vois aussi sortir actuellement, c'est de la transformation en fait de ces dettes en capital. Donc en gros, c'est l'équivalent d'obligations convertibles. Mhm. Et, Bon. et ça, en gros, pour les entreprises, c'est une manne financière parce qu'elles peuvent elles peuvent se désendetter et juste elles vont initier de nouvelles actions. Alors pour l'actionnaire long terme, on va dire, il se fait diluer, c'est pas cool, mais pour la boîte, ça lui permet de survivre. Ouais, il y en a beaucoup, hein. On dilue, on dilue, on dilue, on descend à Ouais, alors après, il 0,00, faut on bien se dire regroupe et on aussi, les recommence. boîtes Ouais. qui font ça avec un projet, Ouais. avec en effet, qui sont quand même des boîtes qui ont un management derrière, où on est en train de sauver une boîte qui a quand même, qui faisait des profits avant, qui avait quand même des perspectives et qui passe une mauvaise année, de la boîte qui fait ça depuis 10 ans et qui continue à te faire rêver et à vivre sur le dos des petits actionnaires en vendant du rêve. Ouais, Ça, parce qu'il y a des c'est OCA, deux choses. je sais plus que, il y a une spécialiste d'OCA qui, en fait, qui rachète des OCA, mais même si quand elle les revend sur les marchés, elle gagne toujours, en fait. C'est-à-dire qu'elle achète la moitié du prix. Il y en Ouais, a mais en fait, beaucoup si comme tu ça. veux, ces boîtes, c'est ça aussi. Il faut faire attention, si tu veux. Il faut regarder un petit peu comment ces obligations convertibles sont réalisées. Si les obligations convertibles sont réalisées avec un prix d'exercice qui est quand même assez élevé, qui va obliger le créancier qui va transformer sa dette en actions à conserver ces actions-là pendant 1 an, 2 ans,
à en faire, ça prouve la confiance déjà. Ça prouve que le créancier, il est quand même aussi là pour devenir actionnaire, d'être un peu plus long terme et qui croit du coup à la boîte. Et ça, c'est comme ça que tu vas différencier aussi les bons dossiers des mauvais, parce que les obligations convertibles, c'est pas mal. Évidemment, la problématique, c'est qu'en France et sur Alternext, tu as un certain nombre de dossiers aujourd'hui qui ne vivent que grâce à ça et qui vont donc ruiner les actionnaires, puisque en plus, comme tu le soulignes, les créanciers ne peuvent pas perdre, puisqu'à chaque fois qu'ils vont émettre de nouvelles actions et convertir leurs obligations, ils le font au prix de l'action moins un certain pourcentage. Donc en gros, ils les revendent tout de suite sur le marché, ils créent une pression baissière et ils sont toujours gagnants. Et ça, bien entendu, bah, tu peux pas être actionnaire. Alors bien entendu, il y a quelques boîtes quand même. On a vu Novacite, pour moi, c'est un bon exemple cette année, qui arrive finalement, grâce aux obligations convertibles, à survivre, à sortir un produit. S'il n'y avait pas eu le Covid, je pense que Novacite serait pas mieux aimé que d'autres valeurs comme toutes les medtech également qui font ça. Mais globalement, il y a eu le Covid et donc on a vu aussi que les obligations convertibles, ça permet parfois de faire survivre une boîte qui va créer de la valeur dans le futur. Ça arrive. Donc il ne faut pas non plus flinguer les obligations convertibles qui sont un moyen pour une boîte de se financer, qui est au détriment en règle générale de l'actionnaire long terme, mais qui, sans cela, c'est des boîtes qui n'arrivent pas à lever de l'argent auprès des banques. Donc c'est des boîtes qui seraient mortes. Comme Katana, qui a très très bien réussi. Mais ils ont d'ailleurs annulé la deuxième vague d'Oka, je crois. Ouais, moi je me souviens, si tu veux, de Rodriguez Group à l'époque. Donc voilà, ça passe par ça. Si tu veux, c'est des chemins de croix pendant des années, mais pour certaines boîtes qui ont des projets, ça impose de savoir un petit peu ce que tu fais et de regarder un petit peu quel est le projet de la boîte, de regarder le management. Mais c'est pas parce qu'il y a des obligations convertibles que c'est forcément pourri, Et quoi. ceux qui font des implants pour des vertèbres et qui après veulent acheter des hôpitaux au Pérou, ceux-là non. Hein. Bah, si tu veux, quand tu regardes sur Alternex que tu as déjà 8 valeurs qui font exactement la même chose, qui se financent exactement de la même chose et qui en fait achètent de la croissance grâce à leurs OCA, mais qui font jamais de profit et qui n'en feront jamais et qui te vendent du rêve de temps en temps, bah, faut te poser la question. Il n'y a pas d'avantage compétitif là-dessus. Je vois pas comment tu peux croire que ces boîtes-là vont à un moment donné détenir une part de marché suffisante pour faire des profits. Bah voilà, de toute façon, tu regardes, on fait tu une petite regardes les parenthèse graphiques. parce qu'en antenne, on parlait de Spinguard. Quoi. Spinguard, elle a Ouais, fait ouais. fois 10 en 2 semaines. Ah ouais. Mais après, tu as un environnement de marché. C'est-à-dire avec la même news qu'ils ont sorti, vu qu'il y a une fausse news que voilà, on a utilisé un de nos implants pour faire un truc, ok, très bien. Mais avec la même news il y a un an, tu fais pas x10 sur la valeur. Eh, Aujourd'hui, tu as des hausses sur des petites caps, sur fond de news, etc. Il y a toujours un fondement. Mais derrière la spéculation qui s'empare de la valeur, ça, il faut te dire que c'est uniquement dû à l'environnement de marché où aujourd'hui, on le sent bien, tu as quand même un capital supérieur et qui plus est sur les petites caps. Donc, tu as beaucoup plus de particuliers que ces dernières années sur le Ça veut dire marché. qu'il y aurait Ils trop ressentent. d'argent pour le marché Ouais, et on ne sait pas c'est quoi une acheter. relation, Quoi. c'est une relation d'offre et demande. C'est Ouais. une relation d'offre et demande et tu rentres dans un marché qui devient cupide. C'est à partir du moment, je l'avais dit sur l'académie notamment, je dis à partir du moment où tu regardes Spinegard justement qui commence à faire x2, x3, j'ai dit ben, regardez les autres, regardez les Spineware, regardez les InPlanet, Safor. regardez les Safor. D'un point de vue purement spéculatif, vous pouvez être sûr que les mecs qui ont loupé Spinegard ou qui vont penser avoir loupé Spinegard vont commencer à regarder les autres dobs et vont commencer à se dire eh ben elles vont décoller, je vais y aller. Et derrière, c'est la prophétie autoréalisatrice. Si tu veux. Dès qu'elles commencent un petit peu à décoller, c'est comme les mouches, ça attire. Ouais. Si tu veux, ça fait tellement de mois qu'on a un paquet de petits dossiers. Alors pour certains, pour de bonnes raisons, parce qu'il y a des perspectives, il y a des fondamentaux, mais quand tu commences à toucher les valeurs qui, pour moi, n'ont absolument aucun avantage compétitif et aucune perspective, etc. Là, voilà, pour moi, c'est aussi une connotation où le marché commence à te dire qu'il est devenu très spéculateur et que donc, du coup, quand tu achètes les breakouts, tu n'as plus les mêmes objectifs qu'avant.
t'essayes d'aller chercher des objectifs plus ambitieux parce que tu es dans un marché qui est devenu beaucoup plus ambitieux parce que les mecs, on leur a dit qu'il fallait acheter le breakout, il y a tout le monde qui achète le breakout et comme de par hasard, ça fonctionne. Et comme ça fonctionne, bah, les mecs, ils se disent, bah, tiens, le breakout, ça fonctionne, donc je continue à acheter le breakout. Ouais, parce que là, on a Et ainsi des de suite. hausses de 30, plus 30, plus 40. Le Ouais, lendemain, plus 30, plus 40. Tous les jours. Aujourd'hui, c'était Carling. Tiens. Hier, c'était. ouais, j'ai vu que ça Hier, passait. Il y avait Delta Drone hier. Delta Elle a Drone. pas, elle a pas tenu, mais bon, aussi, voilà, il y a une différence quand Avant-hier, même. Bon, il c'était y a Carly. Dolphin. Tous les jours. Tous les chutes, le but du jeu, en fait, c'est de trouver laquelle va faire 30%, quoi. Mais Bah, c'est pas normal, ça, quoi. tu te rends compte de la mentalité du marché. C'est-à-dire, c'est pas un marché où tu investis pour un projet. Alors, il y a toujours un fondement. Les mecs, ils vont toujours te dire qu'ils achètent la boîte parce que ils croient que ça va être la future pépite verte ou peu importe Mhm. dans 5 ans ou dans 10 ans. Peu importe les raisons qu'on se donne pour acheter un dossier. Mais dès que ça prend 30%, ils vendent. Euh, parce que voilà, ils sont avant tout aussi en mode débutant et que donc, Ou en mode c'est trader, hein, parce que t'as des traders ouais. aussi qui sont pas débutants, qui jouent la spécu, qui jouent pas Mais les clairement, mais investissements. après, en tant que trader, c'est un marché Mhm. idéal parce que tu sais en fait que tu as les liquidités. Donc tu sais que tu vas pouvoir jouer, tu sais que tu vas pouvoir jouer les breaks et que très rapidement, en fait, tu vas tout de suite pouvoir savoir s'il est suivi ou pas. Il est suivi, tu accumules ta position et tu peux grossir ta position parce que tu as une contrepartie, tu as un volume que tu n'avais pas il y a encore quelques mois, voire il y a 1 an ou 2 ans. Donc tu peux jouer limite des valeurs que tu jouais jamais avant avec des positions beaucoup plus dimensionnées parce que tu sais que tu vas pouvoir retrouver la contrepartie derrière. Et tu sais qu'en gros, si ça part pas tout de suite, bah, tu sors de ta première position ou de ta deuxième accu, peu importe, et tu sais que tu peux aller piocher ailleurs, etc. C'est que ça. C'est que Mhm. ça. C'est un marché qui est en pur mode spéculatif là. Et tu crois que ces liquidités, elles viennent des fonds qui s'intéressent Bon, au pas sur daube du. ou alors des nouveaux entrants, des Alors, tu as des tout confinés, petits des fonds. PP? Ouais, alors pour moi c'est essentiel, ça dépend les valeurs. Mais sur les, je parle pas sur du katana, etc. Pour moi, il y a quand même des fonds. Ça dépend de la taille des fonds. Mais t'as quand même des fonds qui s'intéressent à ce genre de valeurs-là. Même sur des petits dossiers où t'as pas forcément de contrepartie aujourd'hui, Energy Group, etc. Tu as quand même des fondamentaux ou des raisons de valorisation. Tu Mhm. sais qu'il y a des fonds qui vont être intéressés et tu sais pas quand, mais à un moment donné, il y en a un qui va prendre 10 000 titres et derrière, ça va suivre si tu veux. Donc, il faut faire la différence entre les valeurs où tu as les breakouts qui sont des pures valeurs techniques pour moi, où tu joues uniquement à la spéculation parce que bah, fondamentalement parlant, de toute manière, tu n'as pas grand-chose, et des valeurs où tu as un aspect valorisation et où tu sais que au-delà de juste l'aspect technique et potentiellement de spéculateur que tu peux avoir dessus, tu as aussi, à un moment donné ou à un autre, les gérants qui vont devoir faire FOMO, parce qu'il faut pas croire, hein, les gérants font du FOMO aussi, hein. Mhm. Et d'ailleurs, je pense que tu peux regarder toutes les valeurs cycliques, tout ce qu'on a eu à partir du moment où Ouais. le vaccin a été annoncé, les rotations, la vitesse à laquelle les portefeuilles ont fait de la rotation en achetant des cycliques, et tous, hein, Ouais. tous, ils se sont Ouais. tous remis à faire des cycliques et ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère, hein, parce que il y en avait beaucoup aussi qui avaient énormément de liquidités. Mhm. C'était ce que je jouais d'ailleurs. C'était l'aspect liquidité, l'aspect offre-demande pour moi sur le marché est aussi important, si ce n'est plus, que simplement la macroéconomie. Mhm. Ça, c'est super C'est ce que important tu disais aussi. lors de la première vidéo, c'est que toi, tu vas où il y a les volumes, où les gros vont, quoi. Ouais, en fait, j'essaye soit il y a les volumes, soit j'essaye d'anticiper que ça peut, que ça va attirer sur cassure et donc j'essaye d'acheter avant. Parce que je sens bien qu'à un moment donné, la pression est en train de monter et que donc s'il y a la cassure, tout le monde la voit, donc tout le monde va se Mhm. jeter dessus. Parce que je joue l'environnement de marché dans lequel on est aussi. Et donc je vais dimensionner mes positions beaucoup plus gros, hein. Je suis beaucoup plus gros. Alors mon portefeuille a beaucoup évolué, mais j'hésite pas actuellement à prendre des positions que j'aurais pas prises il y a 6 mois, des tailles de positions. En six Parce mois, hein, que ouais, tu veux dire que parce qu'il y a la contrepartie. entre décembre et juin, tu vois une si grosse Ouais. différence que ça, quoi. Ouais. Ouais, je vois un marché qui est devenu beaucoup plus cupide, où en fait les gens jouent plus gros parce que soit ils ont l'effet retardataire, ils ont cette idée de se dire bah, j'ai loupé, j'ai eu peur de la seconde jambe baissière, etc. Donc j'ai pas pu profiter des hausses qu'il y a eu pendant l'été. Et donc tant pis, bah, je mise plus actuellement pour essayer de rattraper la perf et pas être le dindon de la farce.
C'est vrai, ça. Euh, et, mon idée, si tu veux, c'est que ça, je le vois par les volumes, je le vois également sur les réseaux sociaux. Je passe pas ma vie sur les réseaux sociaux, mais ce que je regarde, en fait, je m'en sers aussi pour voir un petit peu le niveau émotif. Quand tu regardes les mecs qui s'explosent sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a un qui voit la résistance à 5,65 et l'autre il la voit à 5,66 et ça s'écharpe sur ça, j'exagère hein, bien entendu, mais tu sais que t'es rentré, tu sais qu'en gros tu commences à rentrer dans un marché où il y a de l'émotion parce que les gens Mhm. commencent à miser beaucoup plus. Ça Alors, devient beaucoup plus gros. ce que tu parlais des réseaux sociaux, bah, c'est toujours une question que j'ai eue, moi. Moi, on m'a toujours appris qu'en fait, c'était le chien qui remuait la queue, c'est-à-dire, c'était les gros les gros fonds, ou etc., qui faisaient bouger l'action, et que c'était les pépés qui suivaient. Et maintenant, j'ai l'impression, avec ces réseaux sociaux, que c'est plutôt la queue qui remue le chien, quoi. C'est-à-dire qu'on sort de Twitter, on a des actions, ça commence à rentrer, et puis après, ça fait un gros élan. Est-ce que tu crois que c'est ça? Ou ce qu'on appelle vulgairement le pop and dump, quoi. Ouais, mais ça dépend les valeurs en fait. Hmm. C'est vraiment une question de quoi on parle, tu vois, Comme sur du Navia, spike par out. exemple. Navia, elle est sortie de nulle part, et est-ce que c'est pas, Bah, ça n'était pas la coqueluche de quelques Twitter, ou je sais pas? en fait, si tu veux, tu as plusieurs mouvements. Moi, je pars du principe que le premier mouvement, c'est pas les fonds qui l'initient. Ouais. Le premier mouvement, c'est uniquement de la technique. Alors, après, tu as des fonds qui sont spécialisés en technique. Hein. Il faut pas croire que quand tu commences à avoir des volumes, il y a des fonds. Il faut différencier fonds et fonds aussi. Tu as des fonds qui ont 2 millions d'euros. Hmm. Et qui vont, avec 2 millions d'euros, pouvoir aller spéculer sur des toutes petites caps et des micro-caps et qui vont en effet te les faire bouger. Mais voilà, c'est pas des gros fonds. Après, tu as des fonds où tu commences à passer à 50 millions, etc., où eux, ils vont jamais t'avouer qu'ils utilisent un peu l'analyse technique parce que ça ferait tâche. Ils vont te dire qu'ils font du fondamental. Ouais. Euh, même si tu as toujours un département aussi technique sur la base. Mhm. Mais eux, clairement, pour moi, ils rentrent en règle générale sur la deuxième vague. Donc, ce que j'apprécie, moi, sur une action, si tu veux, c'est quand tu as la première vague, pour moi, c'est les déclencheurs de mecs qui veulent jouer le rebond, qui veulent jouer derrière une spécu sur une news ou peu importe. Et derrière, tu as la consolidation. Et je pars du principe que la sortie de la consolidation, en règle générale, tu as plus de volume sur cette étape-là. Ouais. Et pour moi, ça prouve deux choses. Ça prouve, un, que l'action est rentrée dans le radar de beaucoup plus de monde et que donc il y a plus de monde qui va jouer le second breakout. Parce que en plus, tu as une tendance qui est plus affirmée. Donc en fait, tu as une tendance qui peut être beaucoup plus simple à trader et beaucoup plus rectiligne quelque part. Et donc là, ça va intéresser aussi des différents traders. Ça va intéresser des mecs qui sont là pour juste faire du court terme, des mecs qui sont là pour jouer le moyen terme, suivi de tendance, etc. Et puis ça va, si la boîte est suffisamment grosse, si c'est pas une micro cap, etc., ça va commencer aussi à intéresser des fonds. Et eux Mhm. qui vont rentrer beaucoup plus fort. Et comme ils peuvent pas rentrer en une seule fois, ils vont rentrer en fait sur plusieurs semaines en règle générale et c'est eux qui donnent un flux. Enfin, si tu regardes SRP, pour moi, Ouais. le premier mouvement pour moi est essentiellement un mouvement technique, mais après la hausse continue de SRP, T'as un graphe, là, il y a du fond. c'était un graphe à Ouais, montrer on sur SRP, parce faut que regarder. parce que SRP, à un moment, il faisait. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça sur Twitter, j'avais pas compris, après j'ai compris. Il me disait que c'est une action qu'on achetait sur support et pas sur résistance, parce qu'elle passait pas elle passait pas les breakouts. Et où c'était compliqué pour passer les breakouts. Et là, depuis 2 semaines, elle break tout le temps, quoi. Ouais, mais parce que aussi, il faut que tu regardes la pente. SRP pour moi, c'est un bon exemple de vie d'une action et où tu vas constater, en fait, dans la vie d'une action, Je crois que j'ai rien, juste, hein, je veux pas dire de justement, bêtises. Ouais. comment elle va commencer à plaire aux gens et comment elle va attirer de plus en plus de gens et qui elle attire. Et ça, c'est important. Attends, je regarde un petit peu comment je partage le truc. En bas à Partage de droite. l'écran, c'est bon. Hop, showroom privé, journalier, ok.
Showroom privé, c'est un bon exemple de vie d'une action. C'est Ouais, toujours pareil. je, Quand tu es là, t'as tout le monde qui t'explique la vente en ligne, c'est génial, SRP, c'est le deuxième en France, ils sont toujours à 2,50 €, c'est toujours pas cher, à c'est part une qu'ils ont super fait boîte, des, etc. ils ont fait pas mal de profit warning pendant tout 2019, quoi. Ouais, Après, il y a eu voilà. le faux espoir de rachat de Carrefour qui avait, je sais plus, 10 ou 15%. Enfin bon. Ouais, moi je la connais bien SRP, Hmm. hein, parce que si tu veux, c'est les fondamentaux de SRP. Alors bien entendu, il y a le Covid et donc ils sont en train de pas mal remonter la pente Mhm. aussi grâce au Covid, etc. Euh, mais aussi grâce au projet qu'ils avaient mis en place que l'actionnaire a payé avec deux augmentations de capital, si je dis pas de bêtises. Mais globalement, il faut regarder un petit peu ce que l'action a fait. Et ce que tu regardes sur Showroom Privé, c'est que en effet, pendant tout 2019 là et une bonne partie de 2020, la plupart des gens qui achetaient SRP, ils achetaient SRP parce que c'est du commerce en ligne. Et donc, en effet, ils avaient un petit peu du mal, etc. Mais ils sont en train de rationaliser, ils vont redevenir profitables, etc. Euh, ils, euh, Derrière, ils se sont désengagés de plusieurs marques à droite, à gauche, donc ils se sont recentrés. Donc, il y avait quand même des choses qui se mettaient en place, mais je veux dire. Et derrière, ça cotait en dessous des fonds propres, Mhm. et pas qu'un peu. Donc, c'est pas, je dirais, une caractéristique unique aujourd'hui pour acheter une action. Même si tous ceux qui vont acheter aujourd'hui des actions sur les 2 derniers mois en disant j'ai acheté cette action-là parce qu'elle cotait en dessous des fonds propres et regarde, elle a pris 50%, vont tout de suite déterminer que c'est bien d'acheter une valeur en dessous de ses fonds propres. Bon, il y a Mhm. aussi des environnements de marché qui font ça. SRP, comme beaucoup d'autres, comme beaucoup de petites caps sur les 2 dernières années, et qui est coté en dessous des fonds propres, n'ont rien fait si ce n'est baisser. Donc c'est pas la seule Mhm. caractéristique. C'est pour ça que je dis souvent que pour savoir où on met les pieds, c'est bien de faire du fondamental, hein, et le fondamental te dit quoi acheter, mais le timing et le quand acheter, c'est bien aussi d'avoir cette casquette aussi d'analyse graphique, d'analyse technique. Et pour moi, les deux ne sont pas à mettre dos à dos. Et je pense que on a deux outils formidables aujourd'hui, et c'est dommage pour les investisseurs d'en préférer une à l'autre. Je pense que les deux sont complémentaires et doivent être utilisés. En plus, voilà, il faut pas faire des analyses profondes d'analyse fondamentale. Moi-même, je fais pas des analyses profondes. Je suis assez superficiel. Le tout, c'est de savoir un petit peu où on met les pieds et d'avoir l'historique aussi. C'est ça qui est important. Parce que quand on n'a pas l'historique, hein, toutes les boîtes dans lesquelles on rentre dans une tendance haussière sont magnifiques. Mhm. Donc là, l'idée, hop, je te remets à l'écran. L'idée, si tu veux, sur SRP, c'est que ça cotait en dessous des fonds propres et tu avais Carrefour qui était, ouais, à 13%. Et en plus, ils avaient rajouté au pot, je sais plus quand, je me souviens plus, mais quelque part à Mais la première ils avaient une date limite pour racheter pour faire une OPA, je crois, si je dis pas de bêtises, en 2019, hein, Oui, en c'est fait, ils pouvaient Carrefour. pas faire l'OPA parce que quand ils avaient racheté les parts de Casino, ils pouvaient pas faire l'OPA avant justement l'été, je crois, c'était l'été 2019 ou quelque chose comme Mhm. ça, ce qui fait que il y en avait un paquet qui avait acheté la valeur en Mhm. disant Carrefour sera obligé de faire l'OPA. Et manque de bol, bien entendu, il y a un paquet de monde qui ont acheté parce que ça cotait en dessous des fonds propres, parce qu'il y avait Carrefour actionnaire et que ça finirait en OPA. Et manque de bol, au bout d'un moment, Carrefour a commencé à se recentrer et SRP ne faisait plus partie de leur core business. Et Mhm. donc, ils ont décidé, ils ont annoncé qu'ils voulaient en sortir. Et puis, il y a eu le Covid. Et là, le Covid, ce que l'on voit, donc c'est quand même, donc il y a eu l'impact Covid, c'est-à-dire que en premier lieu, avant de se dire il y a le Covid et donc l'e-commerce va boomer, l'action a pris une tarte parce que ce qu'on jouait à ce moment-là, c'est oulala, ils ont plus beaucoup d'argent dans les caisses. Mhm. Euh, Comme tout est confiné, comment ils vont faire pour livrer? Il y a des délais de livraison, etc. Et comme on manquait de visibilité, etc., les gens n'achetaient pas encore sur Internet. Il y a eu une période de flottement. Et on voit cette Mhm. période de flottement, elle a été jusqu'en avril. La plupart du marché a commencé à bien rebondir à partir de mi-mars. Showroom privé a commencé, elle, à rebondir et à casser une première figure ici. C'était déjà mi-avril, un mois Mhm. après. Donc, tu avais déjà, si tu veux, pas mal de gens qui avaient déserté pour aller ailleurs. Mais là, derrière, tu as eu la première vague, ici, le premier rebond, qui pour moi
un aspect technique à partir du moment là où tu dépasses également ce niveau graphique des 35 centimes d'euros. Alors, c'était 70 à l'époque, puisqu'il y a eu également un autre mouvement au capital. Et donc, du coup, l'action a été divisée par deux. Donc là, l'idée derrière, c'est cette figure ici. Donc pour moi, le premier mouvement, si tu veux, c'est un mouvement de pionnier, c'est un mouvement de spéculateur, de mecs qui jouent le côté technique, etc. Là, sur ce premier mouvement, t'as les premières idées, et dans cette consolidation, tu as les premières personnes qui commencent à acheter aussi parce qu'ils se disent, tiens, la tech, l'e-commerce, tout ça, dans les périodes de confinement, dans le manque de visibilité que l'on a Covid, ça va être intéressant, ils vont faire plus de ventes, etc. Donc, je commence à acheter. Et Et là, comment tu donc, vois ça? Parce que c'est le range qui te fait dire ça ou... ouais, c'est la première figure que tu commences à construire, qui est comme ça, quoi. Mhm. Donc, je commence à construire une première truc comme ça, et là, tu as le break, et donc, en gros, là, tu as la validation de ce scénario-là. Et donc, si tu veux rentrer en mode moindre risque, dans l'idée justement de te dire, ben, je vais suivre la tendance dorénavant, ben, j'ai déjà eu le retournement. J'ai déjà eu les mecs qui ont fait le premier rebond. Et si jamais ça avait été que purement technique, on aurait cassé par le bas et on aurait continué la tendance baissière. Et là, ça t'aurait démontré que c'était juste, comme ici d'ailleurs, que c'était juste un mouvement technique Mhm. qui ne Le remet rebond pas du en chat cause mort, la quoi. tendance. Le rebond du chat mort. Ouais, le rebond du chat mort, c'est quand tu es déjà Ouais. dans une tendance haussière, que tu fais une correction et que ton rebond derrière est pas Mhm. super puissant. Et ça, c'est le rebond du chat mort où tu te dis, bon, on a cassé le paradigme haussier, quoi. Mhm. Là, c'est l'inverse, quelque part. Et là, à partir du moment où tu as la première tenue et la première construction de figure, ce que j'apprécie, moi, c'est qu'elle soit longue. C'est qu'elle dure plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que c'est là, justement, où je me dis, bon, il y a quand même un fonds acheteur. Donc c'est pas que de la pure spéculation. Il y a quand même un fonds acheteur, c'est-à-dire il y a des gens qui achètent une histoire fondamentale. Et après cette histoire fondamentale, si tu veux, elle commence à prendre de plus en plus d'ampleur et à être crue et à devenir l'idée de tout le monde. C'est comme partout, tu sais, tu as toujours un Mhm. mec qui donne l'idée en premier. En règle générale, il se plante parce qu'il n'a pas le bon timing, mais il a donné l'idée et au fur et à mesure où derrière l'action va commencer à donner raison à cette idée, tu as de plus en plus de personnes qui reprennent l'idée et ainsi de suite. Et les personnes qui arrivent sur le titre, elles commencent à lire des choses et à se dire, bah ouais, en effet, c'est une bonne idée. Et elles se l'approprient. Et donc, du coup, elles vont la diffuser, elles aussi, en tant que leur idée, en règle générale, hein, on oublie les Mhm. sources, et se dire, tiens, là, c'est pour telle et telle raison, c'est un bon dossier, et ça va continuer de monter pour X raisons, etc. Et donc derrière, en fait, tu as ici la première consolidation qui break, et là, on a une deuxième petite consolidation ici, et qui va breaker une nouvelle fois. Et donc à partir de ce moment-là où tu as la première, pour moi, le couperet, il est ici. En règle générale, moi j'aime bien les dossiers en recovery, et les actions que je vais proposer, souvent, sont des dossiers en recovery. C'est ma passion, c'est ce que Mhm. j'aime aller chercher. C'est justement essayer d'aller anticiper des actions qui peuvent faire des recovery. Donc là, c'est le moment pour moi primordial. C'est le moment où tu as encore du risque, parce que ça peut toujours casser par le bas et n'être finalement qu'une tentative avortée, qui est remise à plus tard. Mais dès que ça casse par le haut, tu sais que tu as un socle, tu sais que tu peux faire un plan, tu sais que tu peux donc suivre derrière une tendance moindre risque. Et si ça finit par casser par le bas, ben, en gros, tu perdras pas d'argent. Tu auras tenté et tu n'auras pas perdu d'argent. Mhm. Et derrière, donc, t'as la deuxième poussée. Et là, à nouveau, tu as une nouvelle consolidation. Une nouvelle consolidation qui se fait quand même sur un mois et demi. Et là, à nouveau, tu as la cassure à la hausse. Et là, ce que j'apprécie, justement, c'est que ce que tu vas te rendre compte, c'est qu'au fur et à mesure, justement, où la tendance commence à devenir exponentielle, c'est parce que le discours change, en fait, tu attires de plus en plus de monde. C'est-à-dire, les fonds, pour moi, ils sont rentrés à partir d'ici. Mhm. Ils rentrent rarement au début de la tendance. Ils rentrent, en fait, sur la seconde partie. Et ce qui m'intéresse, là, c'est de regarder les volumes. Et donc, du coup, on voit que cette seconde partie-là, il n'y a pas vraiment beaucoup plus de Mhm. volume. Donc, on ne peut pas dire que dans ce cas précis, c'est à partir de ce moment-là où le dossier a commencé à intéresser les gros. En fait, on le voit que c'est plutôt sur cette consolidation ici. On voit que les consolidations sont de moins en moins longues et qu'elles cassent par le haut de manière de plus en plus violente.
Mhm. Et derrière, on voit les consolidations, à nouveau une consolidation très courte. Et là, on le voit, elles deviennent plus violentes, les consolidations, c'est-à-dire avec un prorata plus important, mais également elles sont achetées d'une manière tout aussi violente. Là, c'est quand vraiment on commence à Mhm. attaquer l'exponentiel. Et l'exponentiel te dit une seule chose. L'exponentiel te dit tout simplement que l'action, aujourd'hui, bah, tu as tous les analystes qui te disent c'est une superbe action et c'est un bon dossier. Alors qu'il y a, C'est l'euphorie alors ou qu'il y pas avait, encore là? alors qu'il y avait personne qui était là Ouais. et pas grand monde là. Donc là, tu peux dire que tu passes en mode euphorie, c'est-à-dire que derrière, tu avais une base fondamentale, mais derrière, à partir du moment où tu te dis, OK, on a pricé cette base fondamentale quand même, on l'a dorénavant, on l'a correctement pricé. Ça ne veut pas dire que la hausse est terminée. Mhm. Aucunement. Là, quand tu rentres en hausse exponentielle, avec l'environnement de marché, les liquidités que l'on a, c'est impossible de savoir et je serais tenté de dire, je ne conseille absolument à personne d'essayer de donner un objectif et d'essayer de vendre sur objectif. Mhm. Tes ventes sur objectif, tu les as faites avant. Là, quand l'exponentielle commence, il te reste une partie de la position et tu te laisses porter. Tu te laisses porter pour savoir jusqu'où tu vas aller. Et à un moment donné, de toute façon, tu vois, le titre va construire des phases de support. Là, sur les 2,10 €, peut-être, on ne sait pas, demain ou début 2021, on reviendra Mhm. tester et on repartira. Et à partir du moment où tu auras un support sur lequel tu es revenu, que tu as réagi, qui sera cassé par le bas, là, pour l'investisseur, ça sera le signal que, à court terme en tout cas, on va re-rentrer dans une phase de consolidation. Et toi, Mais tu rachètes plutôt un nouveau plus haut ou un... j'achète pas une ça. consolidation? Ça, c'est mon style de trading, c'est-à-dire que C'est trop dans ce tard là pour que toi. c'est pas trop tard. Ouais. Je pense qu'on peut faire du suivi de tendance. Je pense qu'en mode pure trading, on peut continuer à jouer ça parce que c'est les moments les plus intéressants pour un trader. La phase exponentielle, c'est le moment le plus intéressant parce que c'est le moment où les breakouts fonctionnent très bien, réagissent très rapidement, où tu as de la contrepartie, tu as des volumes et donc tu peux prendre des grosses positions. Et donc tu peux même jouer des petits décalages, mais avec des plus grosses positions parce que tu as la contrepartie et donc faire des plus gros gains. Donc je dirais, c'est quelque part, c'est idéal. Après, dans ma façon de trader actuellement, en ce moment, j'ai pas le temps, clairement, donc je joue pas ces mouvements-là. Je préfère en fait jouer les sorties de figure un petit peu plus longues, etc. Mhm. En ce moment, c'est ce que je joue. Mais après, si tu as du temps, si tu es en mode plus trading, clairement, ça c'est du pain béni. Il faut juste savoir, et je dirais qu'il faut avoir roulé sa bosse quand même. Il faut savoir ce qu'on fait. C'est qu'à un moment donné ou à un autre, tu vas avoir des corrections. Et je veux dire, c'est pas des petites corrections. On voit que là, le titre, il est passé de 2,50 € à 2,10 € en l'espace de 3 séances. Donc, Mhm. si tu as les mains tremblantes, si tu débutes, si tu as acheté en mode FOMO, etc., c'est clair et net que tu te fais secouer. Donc là, sur ce genre de titre-là, de toute manière, si on veut les trader, il faut affiner et zoomer sur les unités de temps, au moins regarder sur du 1 heure, voire du 15 minutes. Bref, il faut savoir que Mhm. ton objectif, c'est de la trader. À partir du moment où on rentre en hausse exponentielle, moi, je suis plus, ça a beau être, voilà, un bon dossier, tu peux te dire, il y a toujours le Covid, ils vont continuer, ils vont faire des chiffres canons, etc. Très bien. À partir du moment où on rentre en hausse exponentielle, moi, je rentre plus si j'ai encore la valeur ou si je cherche à avoir la valeur, je vais la jouer en mode trading. C'est-à-dire que je sais qu'à un moment donné, il va y avoir des décalages et je vais jouer ces décalages-là, mais mon but, c'est pas de conserver la valeur à moyen terme parce que il peut très bien avoir des gros décalages. Mhm. Et ce qui va m'intéresser pour rentrer à moyen terme, c'est d'avoir une nouvelle figure qui peut se tracer parce que potentiellement, c'est pas fini. Parce que ce qui peut se passer, c'est que tu peux avoir la poussée exponentielle, admettons, qui se termine là. Boum, tu retombes sur les 2,10 €. Derrière, tu vas chercher allez, les Les 1,80 20, €, mhm. peut-être pas en un coup, bien entendu. Tu vas avoir une réaction parce que tu as toujours plus la correction sera grande, plus ça attirera tous ceux qui ont loupé le train ou ceux qui cherchent à la trader et à jouer le rebond. Mais ce qui va surtout t'intéresser derrière, c'est quand la valeur, elle va commencer à tracer une figure. Et là, à la limite, quand je vais commencer à avoir une figure un petit peu plus large, ce qui va m'intéresser, c'est de jouer à nouveau la valeur à moyen terme pour jouer le breakout haussier et une nouvelle poussée éventuelle. Donc, il ne Mhm. faut pas croire que parce qu'une valeur vient de faire sa hausse exponentielle, que dès qu'elle va la casser, c'est que c'est terminé et on passe à autre chose et on regarde autre chose. Non, on a l'avantage d'avoir suivi cette valeur, de bien la connaître, de connaître les niveaux. Il faut continuer à la suivre parce que potentiellement,
elle va pas régurgiter l'ensemble de sa hausse tout de suite. Elle va certainement construire une figure et il y aura peut-être une deuxième poussée qui lui permettra de lancer à nouveau une hausse. Une valeur, pour moi, je vais chercher ça sur les valeurs américaines. Plug Power, pour ceux qui se souviennent, alors la bourse c'est l'éternel temple des regrets, même pour ceux qui ont l'impression de savoir ce qu'ils font. Donc je me vise. C'est-à-dire que globalement, Plug Power, ça faisait très longtemps que je la suivais. Le solaire, pour moi, depuis début 2019, tout ce qui est lithium, solaire, etc., ça fait longtemps que je me dis c'est en train d'acter le retournement. Et c'est ça qui me passionne, moi, c'est d'aller chercher les valeurs quand elles sont en train d'entamer leur retournement. Et donc derrière, tu peux faire du suivi de tendance, mais moi j'aime bien choper en avance. Et derrière, j'ai un peu plus de mal à faire du suivi de tendance, mais c'est ma manière de trader. Donc là, l'idée sur Plug Power, c'est que j'avais acheté ici. J'avais acheté les 4 dollars justement pour jouer le break de cette figure. Parce que je suis déjà avec si tu veux, une base qui a été construite, une première poussée haussière. Derrière, on a corrigé cette poussée haussière. Bon, il y a eu le Covid. Et derrière, on a reconstruit sur cette base-là. Donc, à partir du moment où je joue le breakout, mais derrière, on voit, alors il faut zoomer un petit peu plus pour y voir grand-chose. Mais globalement, hop, voilà. Donc, on avait cette congestion ici qui se met ici. Donc là, on peut pousser. Et alors, c'était pas celle-ci, c'était à 4 dollars. Hop, voilà, c'est celle-ci. Donc là, j'avais joué le titre déjà il y a un petit moment, mais là, voilà, il y a la congestion, il y a la première poussée, et là, je l'ai pas bien tracé, mais il y a l'idée, tu as une petite consolidation intermédiaire. Et là, derrière, tu as un gap qui arrive, parce que tu as les résultats qui arrivent, et tu as les gros volumes. Et là, c'est là où tu sais que c'est pas les petits, c'est pas les pionniers qui sont rentrés là. Là, c'est les gros qui rentrent. Parce que les gros, ils rentrent, pourquoi? Parce qu'un gros, pour qu'il rentre sur une action, en gros, moi j'aime bien l'adage qui dit, on pourrait le changer, personne s'est fait virer en tant que gérant pour avoir acheté du IBM. C'est ce qu'on disait il y a 20 ans. Mais là, on peut dire, personne s'est fait virer en tant que gérant pour avoir acheté du Apple, même si derrière il a acheté au plus haut et qu'il s'est pris moins 30%. Mais l'idée, en gros, c'est que pour un gérant, il rentre également quand il a suffisamment de conviction et de la visibilité sur un titre. Clairement, fondamentalement, je veux dire, quand ils annoncent les résultats, graphiquement parlant, c'était anticipé. Donc tu vois déjà que l'emballement et la conviction profonde sur ce titre-là ne dataient pas de ses premiers résultats ici. Parce qu'après, à chaque fois qu'elle va breaker, et pour moi, ce qui est important là pour parler de SRP, c'est cette figure ici. Mais après, tu vois que tu as des poussées. Mais après, ce qui est important, c'est que tu vois, tu passes de 10 dollars à 7 dollars. Donc, tu as quand même des mouvements, correctifs dans une hausse qui commence à devenir exponentielle, très important. Et c'est là où soit tu es quelqu'un où tu peux pas mettre une grosse taille de position et donc c'est plus facile de tenir la ligne et de faire du suivi tendance, ou alors quand tu mets des grosses positions, en fait, tu joues les mouvements au fur et à mesure. Avec le risque évidemment d'en louper un, etc. Mais ce qui va me plaire, moi, derrière, c'est ce mouvement-là. Bon, cette année, malheureusement, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées pour moi aussi, et je l'ai pas joué ce mouvement-là, bien que je l'ai vu et que je l'ai recommandé. J'avais joué ce premier mouvement-là et j'avais vendu très très tôt. J'avais vendu ici derrière avant qu'il y ait ce gap. Mais globalement, derrière, ce que tu vois, c'est de par les volumes, tu vois derrière que ça accompagne la hausse. Donc tu sens que voilà, il y a des gros qui rentrent. Et tu peux te dire qu'ils rentrent peut-être trop haut, mais en fait, c'est parce qu'ils jouent derrière globalement, même si ça corrige derrière de 30%, eux, ils jouent des objectifs beaucoup plus importants et surtout de conserver la valeur et avec une capacité de pouvoir rajouter des cartouches au fur et à mesure. Donc là, ce que l'on voit, c'est que tu as quand même une hausse exponentielle qui s'est mise en place. Tu es passé de 4 dollars à 14 dollars. Ce qui se passe à ce moment-là, on voit, c'est que tu as une première purge. C'est là où on serait actuellement pour faire un comparatif sur Showroom, quoi, en fait. Ouais, sur Showroom, tu peux te dire qu'on est peut-être en train de pousser ici. Parce qu'en gros, tu as eu une première petite purge ici, sur Showroom. Et pour moi, c'est celle-ci. Alors, j'aime pas comparer les valeurs parce que pour moi, chaque valeur est différente. Mais dans la globalité d'une configuration, en fait, la psychologie inhérente qu'il y a derrière dans une configuration qui se dessine, dans un cycle,
c'est la même. Mhm. Les raisons, les émotions qui rentrent en ligne de compte. Plug Power, il y a beaucoup de monde pour t'expliquer que c'est superbe comme valeur à 24 dollars aujourd'hui. Pas Ouais. beaucoup de monde pour t'expliquer que c'est peut-être un petit peu surpayé et que même si c'est une superbe valeur, on est quand même en train de payer le meilleur des mondes possibles pour dans 5 ans. Donc Ouais. après, c'est là où quand en rentrant avec exponentiel, je dis, on joue plus le fondamental. Le fondamental n'a pas changé, mais on a survalorisé l'aspect fondamental maintenant puisqu'on est rentré dans le côté émotif. Et donc là, tu rentres dans l'aspect purement psychologique, émotionnel, jusqu'à ce que la valeur consolide. Et en règle générale, de toute manière, c'est comme les analystes, hein, c'est comme tout le monde pareil, tout le monde se réveille toujours en retard. C'est-à-dire, ce n'est que quand une tendance haussière affirmée depuis des années, qui est vue comme un bon dossier, va commencer à casser par le bas, tout le monde va te dire on achète ce repli parce que c'est un superbe dossier. Et Mhm. quand elle va continuer, quand elle va entamer sa tendance baissière, c'est là où au fur et à mesure, les gens vont commencer à dégrader. Toujours avec un temps de retard, jusqu'à ce que tu arrives finalement à une valeur qui a énormément baissé, où tout le monde te dit c'est de la merde. Mhm. Et en règle générale, là, tu commences à construire la consolidation, où tu as les premiers pionniers qui vont commencer à vouloir jouer la spéculation, le rebond, et quand tu fais le premier breakout, tu commences à nouveau à attirer petit à petit des gens qui recroient au dossier. Pour qu'au Mhm. final, quand tu as à nouveau une hausse qui est devenue exponentielle, tout le monde t'explique qu'à nouveau, ils sont positifs sur le dossier. Mais D'accord. Toujours comme avec je un temps de disais, retard, quoi, en fait. Ouais. toujours avec un temps de retard, mais tu en as besoin parce que tous Ouais. ces gens qui ont le temps de retard, c'est les gens qui te permettent une hausse exponentielle. C'est les gens qui te permettent de gagner en 3 mois ce que tu n'as pas gagné en 6 mois de tendance haussière, mais qui procédait par étapes, par escalier. Et donc, à partir du moment où tu commences la hausse exponentielle, c'est tous les retardataires. Et ça, tu en as besoin. Donc, il faut pas dire les Ouais. retardataires sont nuls, les analystes sont nuls, ils réagissent toujours avec un temps de retard. Il faut apprendre à les apprécier justement parce que c'est eux qui te permettent d'avoir un flux acheteur qui va te permettre à un moment donné d'enclencher la hausse exponentielle, ce qui toi te permet de gagner gros plus rapidement. Mhm. C'est ce qu'on recherche entre guillemets. Et en plus, les hausses exponentielles pour le débutant, c'est bien aussi parce qu'il se pose pas de questions. Comme il n'y a pas de consolidation, il doute pas. Tous les jours, ça gagne, donc il conserve sa position aussi de manière facile psychologiquement parlant parce qu'il doute pas. Dès Mhm. qu'on va commencer à consolider, dès que le marché va commencer à rien faire, tout le monde va te dire c'est de la merde ce marché, c'est n'importe quoi. Et ceux qui te diront ça, c'est parce qu'ils ont commencé en bourse il y a un an et qu'ils ont connu que des breakouts qui Ouais. fonctionnent et qui tout de suite te déclenchent des hausses exponentielles. Et ils n'ont pas vécu il y a 2 ans où quand tu jouais le breakout, si tu en sortais Mhm. avec un gain, tu étais content parce que des fois ça fonctionnait pas et tu avais beaucoup de déchets quand même. Ah ouais. Mhm. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut pas jeter la pierre. Je vois beaucoup de personnes qui jettent la pierre à des traders qui sont un peu plus court terme et qui vont faire des allers-retours assez rapides et qui vont pas conserver les titres parce que d'une part c'est pas leur manière de trader et deuxièmement parce qu'ils ont un vécu quand même Ah oui. et de par leur passif ils savent également qu'il y a des valeurs qui peuvent refluer très rapidement. Et c'est Bah, là aussi d'ailleurs, où tu as la on est différence pas mal d'expérience. d'avoir tradé en 2018-2019. Ceux qui ont tradé en 2018-2019 ont moins gagné, je pense, enfin, j'en suis même sûr, que ceux qui ont commencé en 2020. Ouais, mais ça c'est le côté psychologie aussi, Ouais. c'est-à-dire que tu es Tu as pris pas tellement de trop. coups de bâton que tu dis, ouh là là, je vais arrêter là parce qu'elle va pas aller plus haut. Et en fait, tu vois que c'était des hausses infinies en 2020, quoi. Ouais. Mais en fait, ce que tu vois, c'est que juste l'environnement de marché a changé. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 2018-2019, alors ça dépend les valeurs, bien entendu. T'avais des belles hausses en 2019, mais pas sur les mêmes valeurs. Mais si on regarde sur les petites caps, les vraies petites caps, voire même c'est des micro caps, hein, tu regardes sur ces valeurs-là, et ce que tu vois, c'est qu'en 2019, la plupart d'entre elles n'ont rien fait. Elles ont Mhm. fait des petits rebonds, etc. de temps en temps, mais ça durait jamais. Et ça a enseigné aux gens qui tradaient ces valeurs-là à prendre leur profit tôt. Mais il faut comprendre aussi qu'à un moment donné, le marché, il vit et il change de cycle. Mhm. Et donc, en gros, à un moment donné, il a terminé sa tendance baissière et il te construit au fur et à mesure, étape par étape, une tendance haussière qui va, à un moment donné, déclencher la hausse exponentielle. Et c'est là où il faut, on n'y arrive pas tout le temps, hein, moi-même, il faut pas croire, j'y arrive pas tout le temps. On a beau savoir comment ça fonctionne,
On est tous humains, on n'y arrive pas tout le temps clairement, et puis ça dépend surtout de la taille de position. Donc c'est pour ça que moi je rentre et je sors en plusieurs fois, parce qu'émotionnellement, ça me permet quand même aussi de toujours garder un petit reliquat pour tenter de jouer derrière la hausse exponentielle, même si je vends toujours trop tôt. Et cette année, clairement, euh, le slogan, c'est d'avoir vendu trop tôt. Mais Mhm. même en ayant vendu trop tôt, c'était quand même une bonne sécurité sur d'un point de vue trading. Moi, je regrette absolument pas d'avoir tradé de la manière dont j'ai tradé, Mhm. parce qu'il y avait quand même beaucoup d'aléas, beaucoup d'incertitudes. Je pense que c'est facile à cette fin d'année de dire ce qu'il aurait fallu faire. Mais on a quand même traversé en une année, on a traversé beaucoup de cycles et beaucoup de choses, hein. Ouais, puis c'était la fin Donc, du monde, hein, quand il y a eu le bah Covid, hein, ouais. le confinement et tout, faut s'en souvenir, hein, fallait en avoir pour rentrer fin mars, hein. Non, il fallait en avoir, hein. Moi, j'étais rentré mi-mars, etc. Mais Mhm. que pour jouer des rebonds. Mhm. Donc j'ai vendu, j'ai suivi mes plans. Moi, mon but, c'est de suivre mon plan. Il n'y a Mhm. pas, il y a pas de regret. C'est qu'à partir de l'été que j'ai commencé à croire que voilà, on avait des bons exemples, qu'il y avait des suivis de tendance, etc. Et quand j'ai regardé les graphiques, hein, moi, j'avais peur hein, de la seconde vague Ouais. aussi. Je me disais bon, ça va arriver. Et quand on a commencé en octobre à bien baisser, je me suis dit bon ben, on va y avoir droit. Et donc il faut être un petit peu plus sécurite. Mais quand je regardais les actions, j'en avais parlé dans l'académie. Je disais, il y a les indices, et les indices, quand je regarde les indices, voilà, j'ai pas trop confiance. Mais quand je regarde les actions individuellement, et je regardais les valeurs cycliques, je me disais, c'est Mhm. pas des graphiques dégueulasses. Alors, Mhm. c'était pas des graphiques haussiers, bien entendu, mais c'était des graphiques de consolidation, de congestion, qui cassaient pas par le bas, et qui réagissaient. On voyait qu'il y avait quand même des acheteurs. Donc, c'est ce qui m'a permis quelque part de rester quand même positif, dans le sens où je me dis, bon, et ça, c'est ce que je recommande aussi. Faites attention à l'illusion des indices, hein. Les indices sont pondérés d'une certaine façon. Et alors, ils sont pas tous faits de la même manière, Mhm. comme le Dow Jones par exemple, mais sinon, quand on regarde le S&P, quand on regarde le Nasdaq, quand on regarde le CAC 40, etc., tu as quand même des pondérations qui font que le CAC 40 peut envoyer une image tronquée de ce qui se passe réellement. Donc c'est là aussi où c'est important de regarder individuellement les actions, parce que parfois, tu vas te rendre compte que la situation est beaucoup plus dégradée individuellement sur les actions et que donc ça t'invite à être prudent. Ou au contraire, comme on avait là sur octobre, je regardais les valeurs cycliques, je me disais, ça c'est des actions où je joue, où tu peux jouer la recovery. Mhm. Tu as des bonnes congestions et tu tentes de jouer le break. Alors bien entendu, derrière, je m'attendais absolument pas au raz-de-marée haussier qui a pris en novembre. Mais ce qui est important en bourse, euh, c'est pas d'avoir l'objectif et de savoir où l'action va aller. Ça, on s'en fout. Et tous ceux qui font ça, de toute façon, vont avoir beaucoup de frustration. Ce qui est important, c'est où l'action est. Moi, ce que j'essaye de trader, c'est pas ce que je pense que le marché fera demain. J'ai des scénarios, mais d'abord, j'attends que le marché me les valide. Et ce que j'essaye de trader, c'est qu'est-ce que le marché fait aujourd'hui. Et quand je vois que le marché aujourd'hui, eh ben, il n'est pas en train de dégueuler sur les valeurs cycliques alors que mon CAC est en train de casser plusieurs supports, je me dis, bon, ben, il y a quand même quelque chose, il y a quand même des Mhm. acheteurs. Donc, je balance pas le bébé avec l'eau du bain. Mhm. Voilà, je l'ai D'accord. placé. Je pense que Je ceux qui me l'attendais. connaissent seront contents, Je l'attendais, ouais. Mhm. hein. Et donc, pour revenir à nos moutons, juste parce que sinon, si tu me lances, on est parti Est-ce que t'as pour mis 3 heures. l'église au centre Village, du toujours, village ou pas encore? toujours, toujours. J'essaye toujours, autant faire se peut, de mettre l'église au centre du village. D'accord. Non, mais l'avantage, en fait, si tu veux, et c'est pour ça que je le fais aussi, pourquoi je partage de cette manière-là, c'est parce que moi, Mhm. mon avis, j'ai mes convictions personnelles, bien entendu, elles sont ce qu'elles sont et je peux me planter, d'ailleurs, je me plante assez souvent. Mais l'important dans le partage, justement, c'est que tu prends la responsabilité. Je prends la responsabilité aussi, c'est que je peux pas partager une conviction comme ça. Je sais que j'ai une responsabilité auprès des personnes qui écoutent, et donc ça m'oblige à être le plus objectif possible, malgré tout ce que je peux penser personnellement. Donc, Mhm. et ça, avec les années, en fait, ça m'a permis clairement d'être jamais grossier, d'être jamais soit baissier, soit haussier, en Mhm. fait. Je suis toujours entre les deux. J'essaye de jouer et de commenter
ce que le marché est en train de faire actuellement, parce que ce que le marché fait actuellement m'en dit beaucoup plus sur ce que le marché pourrait faire plus tard que ma simple analyse logique et ce que je voudrais que le Mhm. marché fasse plus tard. Et ça, tu te pièges. Tu Donc peux pour enlever, revenir, excuse-moi, tu peux juste enlever le partage. Je veux finir sur le graphe ou... je vais finir juste sur Plug Power, D'accord, ok, je reviens. parce que oui, je suis parti un petit peu à droite à gauche. Non, non, parce que si tu voulais pas finir le graphe, l'image a été mauvaise avec le partage d'écran, fallait juste supprimer le partage d'écran. Mais on finit sur le graphe, ouais. Ouais, ok. Donc, bah, si c'est visible. Donc là, l'idée, Ouais. c'est qu'à un moment donné, tu vois, t'as une construction intermédiaire. C'est ce que j'ai expliqué sur mon privé. Tu sais pas si la hausse exponentielle se termine maintenant. Tu sais que éventuellement, il va y avoir une correction à un moment donné qui va permettre au titre de construire. Et là, c'est ce qui s'est passé sur Plug Power. Et tu vois, pendant un mois et demi, tu as une construction qui se fait, en gros, entre 11 euros, entre 11 dollars et 13 dollars. Donc là, c'est le moment, si tu veux, où le trader pur court terme, il change là. Tu fais pas de suivi de tendance, tu joues pas le breakout, tu fais en fait de l'achat-revente, de l'aller-retour à la limite. C'est ce Mhm. que tu vas tenter. Par contre, celui qui est un peu plus moyen terme, etc., éventuellement, il va commencer à anticiper une position quand on fait le break, on fait le break ici avec le gap et qu'on se remet en embuscade, on voit sous cette oblique-là. Et donc, on réalise le break. Moi, j'aime bien anticiper, acheter toujours un petit peu avant Mhm. et derrière tu accumules. Et on voit que derrière, la puissance de sortie est quand même phénoménale. Tu fais 100% en ligne droite, donc tu ne te poses pas de questions. Et derrière, tu vois, tout de suite, la correction, elle est au prorata de la hausse. Et ça, si tu veux, si tu commences à rentrer là, si tu fais du trading, tu Ouais, sais ce que tu fais, normal. t'as des stops courts, etc., ça va. Mais en règle générale, là, c'est là où tu as quand même pas mal de mecs en mode retardataire et qui se font secouer ici. Et comme ils sont moyen terme, ils te disent qu'ils sont moyen terme, mais dès qu'ils se prennent moins 30%, il n'y en a plus un qui est moyen terme. Mhm. Et donc, en règle générale, ils vont solder ici. Et là, en fait, ce que tu as, c'est globalement un pullback. Moi, j'aime bien utiliser les obliques parce que les obliques me permettent de rentrer avec une anticipation. Et derrière l'horizontale, en règle générale, c'est celle qui est vue par tout le monde. C'est là où tu as le vrai breakout qui va se réaliser et avec une puissance supplémentaire. Mais ce que j'aime bien, c'est aller chercher, moi, justement, des valeurs où je pense que tout le monde va voir la même chose et donc va jouer la même chose. Et du coup, j'essaye de rentrer en Ouais, anticipation et de ouais, rentrer t'as raison. avant. Ouais, ouais, ouais. Je, Ouais. parce que Ouais. je sais, et en gros, quand je rentre sur une valeur comme ça, qui est pas au début de sa tendance haussière, je sais que il va y avoir, les poussées vont être exponentielles, vont être beaucoup plus puissantes. Je sais que comme la valeur a été découverte par beaucoup de monde et que maintenant tout le monde dit que c'est un super dossier alors que là, limite personne ne la Mhm. connaissait, c'est toujours pareil. Euh, et c'est là, c'est le moment où je sais que je peux rentrer beaucoup plus gros parce que j'ai la contrepartie également qui a été créée pour moi. Donc Mhm. le marché, en connaissant la valeur, en reconnaissant la valeur, m'a créé la contrepartie qui me permet de rentrer plus gros et de jouer des décalages plus rapides. Mais derrière, voilà, c'est pas des valeurs. Moi, enfin, c'est pas ma façon de trader. C'est pas des valeurs où je vais te dire, c'est génial comme valeur, ça va valoir 40 dollars. Vas-y, tu la conserves pendant 2 ans. J'en sais rien. Là, je sais pas te dire où demain la valeur sera. Tout ce que je sera, tout ce que je sais te dire, c'est qu'à partir du moment où je reviens ici en mode pullback, bah, je tente de racheter la valeur Mhm. et je tente de jouer la relance. Voilà. Et après, bon, voilà. Après, c'est toujours facile de te dire a Ouais. posteriori, hein. Ah oui. Mais Ah ouais. globalement, tu vois que là, tu as t'as une nouvelle consolidation. Et à nouveau, ce dont tu te rends compte, c'est que tu as des purges quand même assez importantes qui se mettent en place. Mais bon, après, c'est les US aussi. Tout est plus, et plus gros. Mais les réactions qui se mettent en place aussi te démontrent en gros que le moindre creux de marché est acheté, Mhm. mais au taquet. Donc là, ça te montre aussi que tu as tu as un flux acheteur qui est énorme dessus. Donc clairement, tu peux continuer à jouer une stratégie de breakout, à limite à les anticiper un petit peu, et tu sais que tu vas avoir des poussées qui peuvent être assez impressionnantes, surtout qui plus est aux US où tu n'as quand même pas des volumes de Mhm. Mickey. Parce que ce qui est très intéressant aussi, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de petites valeurs qui ont bien réagi en France, parce qu'on a vu aussi les volumes se dimensionner. Et ça permet aussi à des plus gros de se dire cette valeur-là, j'y serais jamais allé. Et même moi, à mon niveau, il y a des valeurs sur lesquelles je serais jamais allé parce que j'avais pas la contrepartie.
Mais quand le marché commence à initier la tendance haussière, j'avais vu le départ, mais je l'ai pas pris parce que à ce moment-là, j'avais pas les volumes, j'avais Mhm. pas la contrepartie pour rentrer. Mais à partir du moment où la valeur est partie, a fait sa première consolidation, j'ai un intérêt sur la valeur qui fait que j'ai la contrepartie pour rentrer. Mhm. Et ça, si moi je le pense, il y a d'autres personnes qui ont le même portefeuille, la même taille de portefeuille, la même façon de trader que moi qui le pensent également. Et au fur et à mesure où tu grossis, eh ben, tu as une petite valeur qui n'intéressait pas les gérants, qui potentiellement va intéresser les gérants. Et les gérants, ils rentrent pas en retard parce qu'ils sont cons et qu'ils rentrent en retard, Mhm. mais ils rentrent aussi parce qu'ils ont des règles et que parfois ils ont besoin d'attendre qu'une valeur ait un certain volume d'échange pour pouvoir rentrer d'une manière à avoir une contrepartie et à dérisquer. Parce que rentrer sur une valeur illiquide, hein, c'est un risque aussi. Et ça, Mhm. c'est quelque chose à dire à tous les débutants. Et toi qui as vécu fin 2018, pour moi, c'était un bon exemple où tu avais les petites valeurs, les carnets d'ordre qui se vidaient. Et tout de suite, même si tu avais une position qui n'était pas énorme, mais tu hésitais à la vendre parce que ça voulait dire vider le carnet d'ordre et à toi seul faire baisser la valeur de 5%. Et Ouais. tu rentres dans un engrenage parce que du coup, tu ne vends pas, quelqu'un d'autre vend, et du coup, l'action baisse de 5%, et tu te dis, bon, non, là, maintenant, il faut vraiment que je vende. Et c'est comme ça, en fait, que tu as les paniques qui sont créées. C'est parce que c'est l'effet de boule de neige. Et en fait, là où tu pouvais encore tenir ta position, un autre mec ne peut pas la tenir, vend et arrive à ton niveau où toi, tu peux plus tenir la position. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir du cash, parce que ces moments de panique, quand tu as étudié tes dossiers, que tu sais, que tu connais la valeur, etc., c'est là où je dis que l'aspect fondamental est intéressant, parce que c'est ça qui te permet de construire tes listes, qui plus tard, quand tu auras des excès de marché, va te permettre de te positionner. Ok. Parfait. Bah, J'arrête de, sacré j'arrête de webinaire, hein, que tu nous as j'arrête donné de aujourd'hui. parler. Tu as donné vraiment un petit secret euh, de cuisine, quoi, parce que c'était vraiment très intéressant, quoi. Donc, Je joue la psychologie, en fait. je vais changer le nom de la vidéo quand même. Hein, ce sera webinaire sur les cycles, alors, plutôt que débrief. Mais bon, c'était bien, bien. Hein. Ouais, j'essaye, hein. Mon but, en Mhm. fait, si tu veux, c'est d'essayer de comprendre quelle est la psychologie du marché à l'instant T et qu'est-ce qu'elle pourrait devenir plus tard. Mhm. J'essaye d'acheter des dossiers éventuellement où derrière, je sais que Mhm. il y aura quelqu'un qui va m'écrire un mail en me disant, t'as vu cette Ouais. valeur, c'est génial. Sauf que elle aura pris 200% depuis que je la suis éventuellement en mode recovery. Et Mhm. quand je commence à recevoir ces mails-là, je sais qu'on est en train d'attaquer le côté exponentiel qui est intéressant pour le trader. Et Cette année, la ça a été prochaine un petit peu une recovery, année. c'est qui c'est laquelle Ben, non, les recovery, pour moi, Ouais. c'est les fins de tendance Ouais. baissière. Moi, j'aime bien justement aller chercher ce type de valeur-là. C'est pas ce que je recommande aux débutants, bien entendu, hein. C'est pas ce que je recommande à la plupart des gens de faire. Pour moi, il faut faire Mhm. du moindre risque et c'est là où on prend le moins de risque, c'est-à-dire à attendre que la première consolidation après la tendance baissière est cassée par le haut. Là, on sait qu'on va pouvoir rentrer, suivre une tendance et on n'aura pas beaucoup de déchets. Et s'il y a du déchet, on s'en sort pas C'est trop mal. c'est sur ce qu'on On serait a actuellement sur Biofitis ou Terra Nexus, alors, un peu. Bah, Je sais Terra pas si tu Nexus, l'as su. pour moi, Terra Nexus, on est en mode exponentiel déjà. Et si tu veux, tout le monde achète Terra Nexus en se disant, ouais, c'est super Terra Nexus. Mhm. Moi, j'en ai eu à 2 euros. Ouais, Mais je vais pas garder, évidemment. ouais. Mais moi, Terra Nexus, le moment où j'en parlais, où ça m'intéressait, c'est là, c'est sur ces niveaux ici. Ouais. Et là, à partir du moment où tu as le gap, etc., je dis, ouais, c'est une super valeur. Et d'ailleurs, on l'a tradé à plusieurs reprises hein, sur l'académie. Mhm. On a tradé ce break ici, on a tradé le pullback, je me souviens. Je suis plus trop. Je pense qu'on a tradé ça aussi. On l'a tradé ici sur la cassure là, et puis derrière sur le pullback. Et puis après, là, c'est l'exponentiel. Donc là, tu construis ta figure aussi sur Terra Nexus. L'idée, c'est de te dire, Terra Nexus, c'est pas devenu un bon dossier où il va y avoir des annonces il y a 2 mois. Mais Mhm. il y a 2 mois, c'est là où tout le monde a découvert que Terra Nexus, enfin, quand je dis tout le monde, c'est tu as Mhm. besoin de la masse, justement, pour créer ces poussées-là. Et c'est celles qui sont les plus lucratives. Mais derrière Terra Nexus, le fait que c'est un bon dossier, si tu veux, t'as des mecs qui te disent, et ils connaissent le dossier beaucoup mieux que moi, qui déjà te disaient à ce niveau des 6 euros là que c'était un superbe investissement qu'il fallait. Mhm. Alors ça reste une biotech bien entendu, mais que ça avait de l'avenir et clairement c'était donné. Entre temps, c'est descendu à 2 euros, donc à plus que Mhm. donné. C'est là où c'est important d'avoir cet aspect fondamental,
d'avoir la connaissance du titre, mais derrière aussi d'avoir cet aspect d'analyse graphique, d'analyse technique. Et Après, bon Biofitis? là, Biofitis, moi je connais le titre déjà depuis trop longtemps pour être objectif dessus. Donc moi j'y crois pas. Moi je crois D'accord. que ouais, j'ai pas confiance dans le management tout simplement parce que pour moi ils ont vendu beaucoup de rêves et c'est ma conviction et je pense qu'ils continuent de le faire. Maintenant, il faut s'attacher au graphique. Ouais. Et le graphique, c'est pas parce que j'ai pas confiance en Biofitis que ça m'a empêché d'en parler sur l'académie et de dire il y a le breakout à jouer. Mhm. Mais derrière, comme j'ai pas confiance, etc., je vais jamais détenir la valeur. Sur ces valeurs comme ça, je joue un mouvement, je joue un objectif, je vais vendre en 2 ou 3 fois, mais je joue pas du suivi de tendance. On voit de toute façon, tu as des reflux. D'ailleurs, là, sur Biofitis, ce qui est assez intéressant, c'est que tu reviens sur le niveau de break horizontal. Mhm. Donc, éventuellement, il y en a certains qui peuvent déjà anticiper et tenter de jouer la relance. Mhm. Et si ça se fait pas, bon, ben, on sort assez rapidement là-dessus, c'est un déchet. Moi, ce qui est important pour moi, c'est ce genre de valeurs-là, j'aime pas les détenir. Tu Mhm. sais jamais ce qui peut être annoncé du jour au Une lendemain. AK ou... ouais. Mhm. Oui, bon, déjà, ils se sont pas privés pour en faire un paquet, pour lever des fonds, etc. Ils se sont pas privés aussi pour lancer leurs tests Covid, etc. Et surtout, moi, ce que j'avais lu, alors le marché derrière lié à autre chose. Alors, il y a Sarkenos également, il y a d'autres aspects que juste leur partie test Covid. Mais derrière, ce qui avait été décevant, je pense que parce qu'on avait commencé à parler de Biofitis et de jouer ce premier mouvement ici, et derrière, ils avaient annoncé que, je sais plus, leur test de Covid, etc., c'était pas avant fin 2021. J'avais dit ça va décevoir le marché, Mhm. c'est clair et net. Mais après, le marché, il joue autre chose derrière, il joue Sarkenos, etc. Bref, mais c'est là aussi où tu te rends compte que le marché, il joue exactement les mêmes choses fondamentalement parlant que des mecs jouaient il y a déjà un an et demi. Mhm. Mais le marché a un flux de liquidité qui n'est plus le même. Et donc, tu es dans un environnement de marché où les gens ont confiance. Donc les gens achètent à spéculation et parce qu'ils ont une année boursière, enfin 8 mois boursiers où il y a que des hausses, que des breakouts qui se font dans la hausse avec des poussées tout de suite très très fortes, il n'y a plus personne qui se pose de questions. Mhm. Tout le monde, euh, On tout rentre, le on monde les rentre, on joue. rentre. Mhm. Et même moi, je me pose plus de questions. Il y a des dossiers, alors pas Biofetis, mais il y a des dossiers sur lesquels il y a encore un an, je ne serais pas allé parce que fondamentalement, ça me plaît pas. Fondamentalement, je trouve qu'il y a pas d'avantage compétitif, etc. Navia, pour moi, c'est un exemple. Mhm. Je vais m'attirer les foudres sur ça, mais pour moi, Navia, demain, il y en a un qui met 100 millions sur la table et il fait mieux. C'est clair. Donc, Parce que Navia, ils donc ont vendu quoi? Ils ont vendu 10 navettes à... Bon, non, mais ils ont vendu que dalle. Il faut ils ont savoir vendu qu'ils 10 étaient pas loin navettes à de. 3 mairies, quoi. C'est ça. Ouais, mais ils étaient pas loin de la faillite. Ils étaient également avec des obligations convertibles. Ils ont survécu. Ils survivent actuellement grâce aussi à l'emballement autour des valeurs Mhm. vertes. Ouais, ouais. Tu regardes, il y a un paquet de valeurs. Oui, il y en a un paquet qui ont des bonnes perspectives. Je dis pas le contraire. Mais au niveau de valorisation qu'elles viennent d'atteindre, d'un point de vue graphique, faut continuer de danser tant qu'on danse hein, et de jouer les mouvements techniques. Mais Mhm. d'un point de vue fondamental, tu sais que tu es rentré en bulle. Moi, j'ai connu la bulle des valeurs vertes en 2006 aussi. Hein. On disait la même chose, hein, c'est l'avenir. Hein. Tu retrouves les discours que l'on pouvait tenir en 2006. Alors, bien entendu, on a évolué. Bien entendu, les gouvernements supportent encore plus. Bien entendu, on n'a jamais été aussi proche, en effet, de la transition énergétique, c'est vrai. Mais il faut comprendre aussi la psychologie du marché et comment, derrière, le marché va anticiper des choses qui vont se réaliser. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, les Mhm. valorisations qu'on fait atteindre à certaines valeurs aujourd'hui sont des valorisations qui seront justifiées de par leurs résultats dans 5 ans ou dans 10 ans. Et c'est ce qu'on disait, c'est ce que me disait un intervenant. On dit, une bulle, en fait, c'est pas mauvais. Hein. Ce qui est mauvais, c'est Non, quand la bulle, elle éclate. Mais voilà. quand on traite dans une bulle, c'est bien. Hein. C'est génial. Bah Et attends, c'est génial. il y a beaucoup Je qui pense que tu pensent fais. il y a beaucoup qui pensent que ce type de marché risque de durer tout 2021. Tu en penses quoi, toi? C'est possible, mais j'en sais rien. Ouais. D'une part, je vais te répondre que j'en sais absolument rien. Il faut suivre les graphiques, on verra Mhm. bien. De toute façon,
Quand la marée va se retirer, tu le verras bien. Mais je pense de toute manière que là, la plupart de ces valeurs-là, elles méritent peut-être une correction, mais que cette correction sera achetée. Parce que ce que je vois pour moi, c'est que les gouvernements, les banques Ouais. centrales vont continuer de soutenir. Tout le monde est blindé de cash. Euh, tout ce qui est faillite qu'on annonce pour 2021 parce que les gouvernements devront retirer les aides, j'y crois pas une seule seconde. Je Ouais. vois pas un gouvernement qui a mis autant de milliards sur la table pour sauver son économie et relancer la consommation, tout de suite se dire ah ben vous me devez 2 millions de PGE. Ah, vous pouvez pas les payer, ah ben clé sous la porte. Bah non. Mm. C'est clair et net qu'on ne s'est pas décarcassé pour ne pas continuer à soutenir. Alors je pense qu'il faudra être plus sélectif dans les soutiens. C'est quelque part la seule question et la seule chose qui m'inquiète pour les années à venir, c'est qu'on rentre quand même dans un marché où on est en train d'indiquer à tout le monde que tu peux sortir un projet qui n'a pas une rentabilité folle, mais avec les taux bas, tu seras financé. Ouais, Tu mais est-ce qu'on peux va pas arriver à un moment où en fait l'argent ne vaudra plus rien, quoi? Parce qu'il y en aura tellement que bon bah la, la seule, ça la veut dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Bah, la seule chose qui peut changer, c'est une perte du confiance du marché, donc un retour sur l'obligataire. Donc du coup, tu peux te poser la question que tout le monde dit que l'assurance vie c'est de la merde aujourd'hui. Oui, mais ça peut quand même aussi redevenir à un moment donné une protection. Alors peut-être certainement pas demain, Ouais, mais mais tant que les taux vont pas augmenter, l'obligataire ça il deviendra faut faire, 0,0, quoi. ouais, mais il faut faire la différence entre les taux courts des banques centrales et les taux longs. Ouais. Et les taux longs, pour moi, c'est la confiance du marché. Ça, alors Mhm. les banques centrales réussissent tant bien que mal à les tenir en muselière, etc. Mhm. Mais quand moi, je regarde les taux longs parce que c'est mon indice de confiance. Quand le marché va commencer à baliser pour X raisons, hein, dont j'ai absolument pas connaissance, mais quand le marché va commencer à baliser pour ce qu'il veut, tu auras une petite Mhm. tension sur les taux longs. Alors, je pense pas, là, les niveaux des taux longs, si tu veux, c'est pas de remonter de 1 ou 2 points de base que ça va faire peur à tout le monde. Mais à un moment donné, je veux dire, aujourd'hui, le monde endetté dans lequel on est, tant que les taux sont bas, c'est pas un problème. Ce qui devient un problème, c'est quand tu as les taux qui remontent et que tu dois te refinancer à un taux supérieur ta Mhm. dette. Et donc là, si ton gouvernement, c'est la même chose. Mais bon, globalement, c'est un faux problème aujourd'hui. Tu regardes, tout est au ras des pâquerettes. En Europe, on est négatif. Aux US, ils sont en dessous pour le taux à 10 ans, ils sont en dessous des 1%. Bon, ce que l'on ressent, c'est que tout le monde est blindé de fric et que en gros, tu peux pas te tromper. C'est-à-dire, même si tu te plantes aujourd'hui, tu es sauvé par le gouvernement. Donc, donc, tu vas continuer à faire des projets de merde avec des rentabilités de merde. Et donc, à mettre du capital à bloquer du capital dans des projets qui sont pas rentables. Ça, on le paiera plus tard parce que c'est du capital qui est mal utilisé Mhm. et donc qui ne crée pas de l'emploi, qui ne crée pas de la richesse, qui ne crée pas de la croissance future. C'est ça qui est dommage. En fait, on ne laisse pas la nature. Donc là, l'économie autrichienne, si tu veux, les mecs, ils sont tous rentrés chez eux. Hein, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans qu'ils sont en train de pleurer. Mais tu laisses pas la destruction créatrice se mettre en place. Et clairement, aujourd'hui, on a vu que politiquement, économiquement parlant, on est dans l'incapacité Ouais. de ne pas administrer le marché. Mhm. Et de toute Ok. façon, on l'a vu fin 2018. Hein. Dès que la Fed a commencé à remonter ses taux, qu'on a commencé à avoir de la tension sur les taux longs, je veux dire, t'as vu ce qu'a fait le marché. Hein. Et Mhm. donc tout de Ouais, suite, Powell, il est arrivé et il a dit hop, 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 on va se calmer sur la remontée des taux. Et là, ça a fait plaisir à tout le monde. c'est clair. Et 2019, on est remonté en flèche Ouais, c'est clair. sur les valeurs de croissance parce que, comme je t'ai dit, du coup, les taux sont de plus en plus bas, on actualise leur profit futur et ça nous donne des valorisations à 4000. Là, actuellement, si tu fais baisser le taux, tu actualises les profits de Amazon, tu peux donner une target à 5000 $. Mais c'est Mhm. uniquement les taux. Donc aujourd'hui, le pivot, c'est les taux. Mhm. Si tu as les taux qui remontent pour X raisons, tu peux plus valoriser tes valeurs de croissance comme tu les valorises aujourd'hui. Et là, fondamentalement, rien n'aura changé pour elles, mais les valorisations que l'on peut leur donner ne seront plus calculées de la même manière et ça purgera. Et c'est là où tu as la rotation des cycliques qui éventuellement peut jouer un rôle défensif. Ok. Et ça, c'est du scénario. Hein. Ok, bah super, merci Julien. Je suis désolé, je dois couper là, je dois vous laisser parce que
Moi, je suis en Espagne et le confinement, c'est jusqu'à 22 heures et j'ai encore une demi-heure pour rentrer à Ah, la désolé, maison. je savais pas. Donc, parce qu'en Pologne, Allez, ça donne quoi le confinement, vous? je m'étais. Bah, il y a juste un confinement là pour le jour de l'an, en gros. À Ouais, partir de demain, 7h jusqu'à 6h. Donc, tu peux ouais, faire le réveillon avec 5 copains, d'accord. mais tu dois dormir chez eux. Ouais, nous c'est jusqu'à 1h30. Oh, Voilà. bon. Donc, Bon, de faut toute dormir façon, chez eux aussi. Et, comme, comme, tu, comme tu cuves, de toute façon, c'est une heure ouais, trente c'est pas. ouais, ouais, ça va aller. Jusqu'à 7 heures, ça devrait être pour. Voilà. Ouais, j'en profite donc pour te souhaiter un bon réveillon et également à tous les auditeurs. De Et on même, se et retrouve puis. en 2021, donc. Ok, merci Julien, merci pour tout. Ça a été une très très bonne interview, très très dense. Moi j'ai appris beaucoup de trucs. Hein, j'espère que les auditeurs Ouais, bon, aussi. je pars un peu dans tous les sens, hein, mais bon, si ça a été compréhensible, c'est l'essentiel. Ah non, mais c'était vraiment excellent. J'espère qu'on se reverra et puis on finira cette interview à la rentrée, quoi. Hein, je suis désolé, mais bon, Non, 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 mais de voilà. toute façon, je veux dire, ça se termine jamais, hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur les marchés. Ok, donc je vous invite donc à tester le GraphCO chez Julien. Et puis il donne toujours un lot euh, pour, euh, pour Pépitor. Donc on peut rejouer à Pépitor encore l'an prochain si vous voulez. Voilà. Et puis Merci beaucoup, Denis. merci Julien. Ciao, ciao. Ciao, allez, Ciao. meilleurs Bonne vœux et année, à l'année meilleurs prochaine. Bonne année, vœux, et puis soyez prudents. Ciao. toujours. Ciao.